Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de David et Vincent. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y, David. Moi, je m'appelle David Bérard. Je travaille chez Synactive comme expert sécurité dans l'équipe de rétro-ingénierie. Donc voilà, ça nous amène à faire de la rétro-ingénierie sur des produits pour essayer de trouver des vulnérabilités et de les exploiter. Et moi, c'est Vincent Dehors. Pareil, comme David, je travaille chez Synactive. Aussi dans l'équipe de reverse engineering. On fait de l'audit de produits. On est quand même pas mal orienté sur tout ce qui est bas niveau, système embarqué. Très intéressant. On avait commencé une série justement Synactive avec Renault qui on abordait les bases du reverse engineering et c'est arrivé dans les nouvelles que vous aviez réussi à casser de nouveau la Tesla. Je trouve ça très intéressant qu'on en parle, que justement vous amenez ce genre de choses-là, que ça donne un exemple concret d'attaque qui peut être effectuée. Vous l'avez fait 4 fois, c'est pas rien. J'avertis déjà d'avance, les plus vieux exploits vont pouvoir détailler davantage, les nouveaux vont être moins parce qu'on est encore en période de blackout. Fait que c'est comme ça, soyez pas déçus que ça soit comme ça. Fait que je vais vous laisser commencer à parler du premier, le tout premier que vous avez réussi à faire justement de cet exploit. Qu'est-ce que vous avez réussi à rentrer, comment ça s'est matérialisé, tout ce que ça comporte comme événement. Tu veux que je commence, David? Ouais. Vas-y. Donc le premier, c'était en 2022 pour Pontoon à Vancouver. Et c'était la première fois qu'on regardait Tesla. Et c'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps. On a commencé on a commencé à peu près 1 an avant la compétition. Et donc on regardait sur notre temps libre principalement. Et c'était assez long parce que quand on commence, on connaît pas du tout. Donc il y a beaucoup de temps dédié juste à comprendre le système, comment ça marche, etc. Sachant qu'à cette époque, ni David ni moi n'avions de Tesla, on connaissait pas du tout. Même si on connaissait quand même un peu les voitures, quoi. Ouais, mais maintenant, puisque vous avez remporté, vous allez avoir une deuxième Tesla, justement. Fait que là, cette excuse-là ne tient plus maintenant. Oui, maintenant, donc du coup, en fait, comparé à 2022, aujourd'hui, on a une très bonne connaissance de l'automotive, mais surtout de l'architecture de Tesla. Et on met beaucoup moins de temps à faire des attaques qu'avant, quoi. Et donc, voilà, en 2002, on a commencé en achetant l'ordinateur de bord sur eBay. Et donc, pour quelques centaines de dollars, on peut obtenir cet ordinateur-là et commencer à travailler avec. Ouais, c'est ça. Donc, ça demande énormément de préparation. Justement, parce que d'avoir l'acquisition, vous n'êtes pas arrivé sur l'événement et improvisé. Vous avez vraiment fait beaucoup d'études en amont, justement, pour maximiser vos chances. Dans ce cas-ci, c'est un concours, donc de gagner. Là. Oui, c'est un peu une idée reçue, surtout quand on lit la presse, que ce genre de compétition, ça se passe en quelques minutes. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment des mois de préparation avant. Et quand on est sur place, globalement, on lance un programme, quoi. On attend qu'il se finisse. Donc, c'est la matérialisation justement de votre recherche en préalable que vous faites dans ces événements-là. Puis j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à le faire ça comme ça. Là. Cette chose-là, c'est sûr que ça a l'air plus spectaculaire de dire qu'on appuie sur un bouton et ça s'exécute, là, comme dans les films. Et les médias aiment beaucoup cette image de magie et occulte essentiellement tout le travail que vous avez fait en amont. Revenons justement à l'événement de Vancouver. Comment vous avez fait? C'est quoi les étapes, à part avoir acheté l'ordinateur sur eBay? Quelles sont les étapes que vous amenez à étudier le système et ensuite à réussir à amener votre première victoire? Alors, sur la première année, on a ciblé le Wi-Fi, la voiture par le Wi-Fi. Donc, avant de chercher ce qu'on appelle des vulnérabilités, des bugs, la première étape, c'est de comprendre comment ça marche. Et pour comprendre comment ça marche, il faut extraire le logiciel qu'il y a dans les calculateurs. En l'occurrence, là, on a ciblé le calculateur de l'infodivertissement. Ça correspond au tableau de bord, en quelque sorte. L'ordinateur qui va piloter l'écran
l'écran principal dans la voiture. Et donc la première étape, ça a été d'extraire ce logiciel par diverses attaques matérielles. Et une fois qu'on a eu ce firmware, on a pu commencer à l'étudier pour trouver des bugs dedans. Et là, on se focalise en général sur un vecteur d'attaque. Là, par exemple, la première année, on a ciblé le vecteur d'attaque du Wi-Fi. On a trouvé un bug dans le Wi-Fi. Et à partir de ce moment-là, il y a un processus qui s'appelle l'exploitation, qui consiste à passer d'un bug à l'injection d'un programme. Voilà, donc, dans ce contexte-là, dans la première fois que vous avez fait que vous avez attaqué le Wi-Fi, il y avait un bug dedans, donc vous avez réussi à rentrer. Et vous avez réussi à déposer votre code pour prendre contrôle d'une partie ou de la totalité du système, c'est ça? Tout à fait. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'à l'époque, les Tesla avaient un réseau Wi-Fi préenregistré. Donc un réseau qui leur permettait de se connecter automatiquement quand elles arrivaient dans un centre de service. Et en ayant extrait le micro-logiciel, on a trouvé le mot de passe de ce réseau Wi-Fi. Et donc, ça nous permettait de créer un access point avec le même SSID et le même mot de passe. Et donc, les voitures se connectaient automatiquement sur notre point d'accès. Et à partir de là, on pouvait exploiter les vulnérabilités qu'on a trouvées. Alors ça c'est pas le bug, hein, c'est juste le vecteur d'attaque. Ouais. Ce qui fait qu'on peut jouer les bugs qu'on a trouvés derrière assez facilement. Et de cette vulnérabilité-là de configuration dans ce contexte-ci, puis je dois dire que je suis pas super impressionné par qu'est-ce qu'ils ont fait de hard-coder des choses, mais ça, bref, c'est pas les premiers à le faire, ce sera sûrement pas les derniers à le faire non plus. Et les bugs, justement, qui ont mené à l'exploitation, puis justement à mettre vos choses plus loin, de quelle nature étaient-ils et comment vous les avez trouvés? Alors, les bugs, on les identifie par deux manières. Ça peut être soit de l'analyse de code quand on a du code open source, ou soit par de la rétro-ingénierie. Là, en l'occurrence, on a regardé un logiciel qui sert à gérer les connexions sur un système qui s'appelle Codeman. Donc, c'est un petit logiciel qui va gérer, qui peut fonctionner sur un PC, hein, qui est utilisé pour gérer les connexions Wi-Fi, gérer les connexions 4G, gérer les connexions Internet, etc. Et ce logiciel, en plus de gérer les connexions, il va vérifier si la connexion qu'il vient d'établir dispose d'une connexion Internet. Et pour ça, il va faire tout un jeu de vérification. Il va faire des requêtes vers des serveurs contrôlés, vérifier les réponses. Et en suivant le contenu des réponses, il va déterminer s'il y a Internet ou pas sur le lien. Et donc, pour faire ça, il a besoin de faire plein de requêtes. Et dans le système qui fait ces requêtes-là, on a trouvé une vulnérabilité. Et de cette vulnérabilité-là, vous avez été capable d'aller jusqu'à quel endroit dans le système? Alors, c'était une vulnérabilité de type corruption mémoire. C'est-à-dire que un attaquant à distance est capable d'écrire à des endroits un peu aléatoires dans la mémoire du calculateur. Et à partir de cette primitive, on peut obtenir par pas mal de techniques d'exploitation de l'exécution de code. C'est-à-dire plus ou moins la possibilité d'injecter un programme dans le calculateur. Par contre, sur Tesla, et c'est quand même une spécificité de Tesla, c'est que tout ce qui va être exploitation de corruption mémoire est compliqué et donne des droits assez faibles au final, parce qu'on se retrouve dans un endroit qui est très peu privilégié et isolé de beaucoup de choses qui sont plus importantes pour la voiture, quoi. Ouais, puis justement, faisons un pas de recul parce que là, ce que j'ai oublié, c'est quoi le matériel sur lequel fonctionnent ces systèmes-là? C'est quel type de processeur, et ainsi de suite, et justement l'architecture un peu, là, sans rentrer dans le détail précis, mais à quoi ressemble l'architecture justement? Parce que là, tu mentionnes clairement que tu es isolé, donc effectivement, il y a un élément d'architecture qui est important à connaître aussi. Alors déjà, on peut parler de l'architecture matérielle. Tesla, ils font les choses
pas comme tout le monde. Ils ont choisi d'utiliser une architecture x86. Donc c'est ce qu'on peut retrouver sur la plupart des PC. Hein. C'était à l'époque en 2022 quand on a fait cette attaque, c'était des processeurs Intel Atom. Ça a évolué ensuite sur des processeurs AMD, mais toujours en x86. Et après, l'isolation dont parlait Vincent, c'est plutôt de l'isolation logicielle. Donc, il va y avoir plein de niveaux d'isolation qui sont mis en place pour qu'un attaquant ait besoin de casser plusieurs barrières avant d'arriver au cœur du système. Donc, on appelle ça des sandbox. Donc, en gros, on va restreindre les logiciels qui tournent à l'intérieur du système de manière à ce qu'ils aient le droit de faire uniquement ce dont ils ont besoin. Intéressant, mais d'ailleurs très particulier qu'il ait choisi une architecture x86 au lieu d'architecture plus classique au niveau des systèmes embarqués. Dans ce cas-ci, c'est effectivement, on pourrait rouler un Windows sur cette machine-là et on serait vraiment dans la même zone. Puis parce que bref, moi je trouve ça déjà particulier, mais ça laissons ça de côté. Les sandbox dans lesquels sont en fait, j'imagine que vous avez réussi jusqu'à un certain point à les casser pour aller un peu plus loin, ou vous êtes limité dans celle-ci? Oui, en fait, on s'est aussi surtout intéressé à ces sandbox parce que dans la compétition, le fait de les casser rapporte des points. Donc c'est vraiment un objectif important pour nous une fois qu'on a réussi à faire quelque chose. Et donc pour à peu près la première année, on a bypassé la sandbox réseau, ce qui nous a permis de communiquer avec d'autres composants de la voiture et par exemple être capable d'ouvrir les portes et le coffre. La deuxième année, on a bypass complètement toutes les sandbox en faisant un chemin très, très marrant qui consiste à partir de notre premier point d'entrée, attaquer un autre point d'entrée et revenir après sur l'infotainment, mais avec plus privilégié, quoi. Et David, tu te souviens ce qu'on a fait enfin en janvier? Oui, en janvier, on a attaqué, enfin, on en parlera plus en détail après, j'imagine, mais on est passé par la carte de connectivité qui gère la connexion 4G à la voiture. Et là, pareil, on est arrivé sur l'infotainment en rebondissant depuis la carte de connectivité. Et pareil, on a contourné la sandbox réseau avec une méthode assez similaire à ce qu'on avait fait en 2022. Très intéressant. Puis d'ailleurs, vous soulevez le point qu'il y a des il y a des points, il y a un pointage qui est donné comme ça. Puis justement, ben, moi qui m'y connais peu, est-ce que vous pouvez détailler un peu ce système de pointage-là? Parce que ça semblerait que casser un sandbox est plus payant. Donc, y a-t-il d'autres éléments comme ça qui sont très caractéristiques de qui vous incitent d'ailleurs à mettre vos énergies à certains endroits? Ben déjà, on peut dire que sur la plupart des logiciels qui fonctionnent sur la Tesla, si on arrive à les exploiter, on va rien pouvoir faire. On va avoir de l'exécution de code dans un logiciel, mais on sera vraiment dans une surface, dans un conteneur tellement réduit qu'on va rien pouvoir faire sur la voiture. On va pas pouvoir avoir des actions sur d'autres contrôleurs, on va pas pouvoir, je sais pas moi, comme disait Vincent tout à l'heure, ouvrir les coffres et ouvrir les portes. Ça sera pas possible. Il va falloir contourner des limites. Donc il y a des niveaux de prix qui reflètent un petit peu, alors pas tout à fait, mais qui reflètent un petit peu la criticité des attaques. C'est pour ça qu'arriver à contourner une sandbox, c'est critique pour Tesla, parce que ça va permettre de faire des actions sur la voiture et des actions qui peuvent être physiques, qui peuvent même, suivant le composant qui est attaqué, si on parle de l'autopilote par exemple, si on arrive à rentrer sur l'autopilote puis à s'échapper des sandbox qu'il y a dessus, on va être capable d'agir par exemple sur les freins, d'agir sur l'accélérateur, et là ça peut avoir des impacts très critiques. Très intéressant. Pour ce qui est de l'événement 2022, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans lesquels il serait important de regarder plus précisément? Vous avez fait sensiblement le tour de ce qui s'est passé sur cette année-là? Oui, je crois qu'on a fait le tour. Le seul truc important, c'est que nous, on a tendance à... Alors, pour la compétition, ça compte pas, mais nous, en sécurité offensive, on a tendance à faire la distinction entre des attaques qui sont dites pré-hautes et des attaques post-hautes. La différence, c'est que pré-haute, on n'a pas besoin de connaître le moindre secret, la moindre chose du système attaqué.
Et donc la première année, on a fait une attaque qui est pré-haute, c'est-à-dire que l'attaquant il peut se balader dans la rue et attaquer n'importe quelle voiture sans connaître son propriétaire, ni rien. Ou sans même action de l'utilisateur. La seule contrainte sur l'attaque de 2022, c'est qu'il fallait que la voiture ne soit pas en mouvement, parce que sinon elle ne se connectait pas automatiquement sur les Wi-Fi, sauf si l'utilisateur avait activé une action spéciale sur l'interface graphique, mais qui n'est pas activée par défaut. Ouais, c'est intéressant cette distinction-là, puisque effectivement, ça change beaucoup la modulation du risque qui est associé. Puis dans les médias, on a tendance à ne pas en faire état, où on a certains états de recherche qui ont l'air spectaculaires, mais qui n'expliquent pas que c'est en white box, sont pré-authentifiés, sont déjà en système, sont déjà en endroit, sont déjà dans les lieux donc du système. Donc ça facilite énormément les choses. J'aime vraiment beaucoup cette distinction-là, et comme effectivement que 2022 était dans cet état-là. 2023, vous récidivez, vous retournez à Vancouver, vous reprenez sur la Tesla. Et qu'est-ce qu'en cette année-là a été particulier dans vos recherches? Alors en 2023, c'est l'attaque la plus complète qu'on ait faite, puisque on a commencé à attaquer la voiture par le Bluetooth. On est arrivé à rebondir ensuite pour élever nos privilèges avec une vulnérabilité dans le noyau Linux, enfin dans un de ses drivers. Puis après, on a réussi à attaquer un autre composant à l'intérieur de la voiture. Donc là, c'est sortir de la carte qui fait l'infodivertissement sur lequel il y a l'écran, etc., pour aller sur des composants qui sont vraiment plus automotives. Donc on a rebondi sur un composant qui s'appelle la Security Gateway, qui fait l'interconnexion entre le monde véhicule, donc entre tous les réseaux dédiés aux véhicules. Donc typiquement, je sais pas, quand vous appuyez sur la pédale de frein ou ce genre de choses, ça va envoyer un ordre sur des réseaux véhicules. Et c'est ce composant-là qui fait l'interconnexion entre l'écran, donc l'infotainment, et les réseaux véhicules. Et donc on arrivait à exploiter aussi ce composant-là et à exécuter du code à l'intérieur. Donc je pense qu'en 2023, c'était vraiment l'attaque la plus complète qu'on ait faite et la plus spectaculaire, et qui avait également le plus gros impact à la fin. La différence par contre, c'est que le point d'entrée était un point d'entrée post-haute, c'est-à-dire que il fallait soit cliquer sur l'écran, soit commencer depuis un périphérique Bluetooth déjà appairé, quoi. Ouais, donc, ça l'ajoute la barrière à l'entrée. Si on remet en perspective par rapport à, je ne sais pas si vous avez entendu ces éléments-là, mais j'imagine que le fait d'avoir banni le Flipper 0 au Canada s'est rendu jusqu'en France comme bon, votre rire est très communicant. Puis c'est parce il y a, en ce que semblerait, puis c'est pas le Flipper 0 qui est le problème, une vague de vol qui est faite au Canada sur ce genre de choses-là. Donc, même si c'est post-haute comme problème, ce que vous avez mentionné, le fait d'y arriver est quand même pas très difficile malgré tout. Juste une validation. Je connais pas trop le contexte sur le bannissement des Flipper 0. Non, c'est pas dans cette perspective-là, dans cette perspective où justement cet élément-là nous met en perspective que malgré que ça pourrait être post-haute, il y a la vague de vol qui est là et quand même dans un contexte post-haute malgré tout aussi, et voir dans quel point le contexte Tesla que vous avez rencontré, le niveau de difficulté d'y aller, parce que des fois le post-haute n'est pas très difficile, là. Des fois, ça juste ouvrir la porte puis appuyer sur le bouton puis on est arrivé, ou le fil est accessible dans la lumière, on défait, on a fait. Dans cette perspective-là, juste d'évaluer la difficulté d'aller post-haute dans ce que vous avez découvert. Pour le coup, en 2023, donc l'attaque Bluetooth, la première partie de l'attaque Bluetooth, elle est post-haute et probablement inutile pour des scénarios d'attaque de vol de voiture. C'est plus sur d'autres types de scénarios d'attaque où, par exemple, ça arrive que ce soit l'utilisateur qui veut pirater sa voiture pour mettre des trucs dessus ou autre, ou contourner des limitations du constructeur. Puis il y a plein d'autres types de scénarios d'attaque sur les véhicules. Il n'y a pas que le vol.
Non, je parlais pas le vol, mais le fait de le briser, oui, puis c'est ça, justement, de remettre en perspective par rapport à des scénarios d'attaque, là, des kill chains, justement, pour qu'on puisse mettre en perspective ce que vous avez découvert sur le risque réel et de ce genre de choses-là. Mais de toute façon, on sait que les gens aiment beaucoup bidouiller avec leur véhicule, donc c'est sûr que c'est une avenue qui va être très utilisée, puis qu'on va briser la garantie ou on va devenir hors garantie, mais en même temps, c'est à démontrer aux fabricants que ça a été fait. Cette attaque-là, étant donné que vous attaquez le Security Gateway, qui est finalement le noyau entre le monde du divertissement et le monde vraiment automobile, les impacts, donc vous êtes capable de basculer littéralement de l'autre côté, de contrôler littéralement tout le véhicule, si vous êtes capable de faire ça. Alors, pas forcément tout le véhicule, parce qu'il y a plusieurs réseaux véhicules, donc on n'a accès qu'à certains de ces réseaux-là. On n'a jamais vraiment testé ce qu'on était capable de faire en détail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut déjà modifier, par exemple, toutes les informations sur le véhicule qui sont affichées sur l'écran, on peut les falsifier, parce que c'est ce composant-là qui est en coupure. Et on peut faire toutes les actions qui sont faites depuis l'écran, quel que soit le mode de fonctionnement de la voiture. Donc, ça serait, par exemple, je sais pas, ouvrir le capot avant alors que la voiture elle est en train de rouler sur l'autoroute, ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi avec la Security Gateway, c'est que c'est ce composant-là qui est responsable de sauvegarder les options payantes. Par exemple, chez Tesla, l'autopilote est payant et c'est la Security Gateway qui est responsable de sauvegarder l'état de j'ai payé telle option. Donc là, comme le disait Vincent tout à l'heure, le scénario de l'utilisateur qui a envie de modifier sa voiture et qui veut s'activer des options payantes, il prend tout son sens. Ouais, surtout qu'ils sont pas très abordables, les options payantes chez Tesla. Et c'est là où ils font leur argent, là, essentiellement, là, pour financer tout ça. Et c'est ce qui est fascinant, puisqu'on n'a pas avec des automobiles plus conventionnels, c'est qu'on peut changer énormément de choses dans le véhicule juste sur l'activation de ces options-là. Donc, effectivement, de tricher ça. Puis là, on vient toucher dans un axe commercial, donc Tesla est beaucoup plus intéressé à venir bloquer ces tentatives malfaisantes de contourner leur façon de faire de l'argent. Y a-t-il d'autres éléments de ce Security Gateway-là qui peuvent être intéressants ou qui peuvent mener à des situations de sécurité? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un composant qui est vraiment très différent de ce qu'on peut trouver dans l'infotainment. C'est vraiment à l'opposé d'un PC, là. C'est une puce dédiée qui va héberger toutes les fonctionnalités qu'elle a besoin. C'est une puce qui est en PowerPC et qui fonctionne avec un système temps réel qui s'appelle FreeRTOS, sur lequel Tesla a codé toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin sur ce composant. Donc c'est vraiment très différent d'attaquer ce système-là par rapport à attaquer un système qui peut être durci comme un PC. Parce que même au niveau hardware, il n'y a pas les possibilités d'activer des protections particulières. Donc, je pense, par exemple, maintenant, une des protections contre les attaques, qui rend les attaques plus difficiles, par exemple, c'est la SLR, donc qui permet de faire en sorte que le code se trouve à des adresses aléatoires en mémoire. Ce genre de choses n'est pas possible sur ce genre de petites puces. Voilà. Donc ça rend les attaques au final plus simples. Voilà. Après, Tesla a fait un énorme travail pour que son code soit robuste. Quand on l'étudie, quand on fait de la rétro-ingénierie dessus, on se rend bien compte qu'il y a eu énormément de travail, qu'il y a eu plusieurs passes d'audit qui ont été faites dessus. Et ça laisse pas beaucoup de place au hasard et on trouve très peu de bugs dessus. Mais quand on trouve un bug, il est beaucoup plus facilement exploitable généralement. Ah, c'est un angle très intéressant. Puis c'est le fun aussi de voir que Tesla met cette énergie-là, essentiellement parce qu'un Tesla, contrairement à d'autres véhicules, c'est un ordinateur sur roue. Quand les autres véhicules sont un peu moins dans cet état-là que ça l'est. Donc, c'est d'autant plus important qu'ils mettent l'énergie nécessaire. Mais en même temps, ça met en perspective que malgré les énormes efforts que Tesla fait, vous avez quand même réussi à y trouver des problèmes. Euh, pour le 2023, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas abordés qui seraient bien à souligner?
Juste que l'attaque était persistante. C'est-à-dire que, en gros, quand on attaque quelque chose, si c'est persistant, ça veut dire qu'une fois qu'on redémarre le produit, l'attaque n'existe plus. Là, on est capable de persister autant qu'on veut sur la voiture, quoi. Ça, c'est un des points qui, pour la compétition, n'est pas très important, mais qui, en termes d'impact sur un vrai produit, est important. Notamment si on augmente nos privilèges d'acquisition, d'avoir des options payantes qu'on ne voulait pas payer. C'est la persistante est très, est très pertinente dans ces conditions-là, dans ce vecteur d'attaque-là. 2024, premier passage à Tokyo pour l'attaque de Tesla. Puis là, je pense qu'on commence à embarquer un peu plus dans le blackout. Qu'est-ce que vous pouvez mentionner de cet événement-là qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert et ainsi de suite? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on va faire une présentation technique. Je crois que c'est le 10 mai à OffensiveCon à Berlin, qui devrait être disponible après sur le réseau. Donc même si on peut pas dire tous les détails, ils seront bientôt disponibles. Et je pense que les gens qui sont intéressés les trouveront facilement. Sur cette attaque, on peut dire qu'on a commencé par attaquer la voiture par un nouveau vecteur d'attaque. Donc en 2022, on avait fait le Wi-Fi, en 2023 par le Bluetooth. Ce qui manquait un peu à notre tableau pour les attaques à distance, c'était le réseau mobile. Donc on a choisi de passer par le réseau mobile et de s'intéresser à ce point d'entrée-là. À la différence des autres points d'entrée, c'est quelque chose qui est géré par un composant à part sur la Tesla. Donc il y a une petite carte électronique qui fonctionne de manière autonome, qui va permettre de se connecter au réseau 4G et de fournir de la connectivité à l'infotainment et à d'autres équipements de la voiture. Par exemple, l'autopilote va aussi s'appuyer sur cette connectivité pour certaines de ses fonctionnalités. Et donc, on a étudié ce système, on a trouvé, je crois, 3 vulnérabilités à l'intérieur. Ces 3 vulnérabilités nous ont permis d'exécuter notre propre logiciel à l'intérieur de cette carte de connectivité de manière permanente. Donc, ce que disait tout à l'heure Vincent, on était aussi persistant dans cette carte. Et depuis cette carte, on a attaqué l'infotainment. Donc, il y a des logiciels qui permettent d'interagir entre les deux. On a trouvé une vulnérabilité dans ce logiciel et on a été capable d'exécuter notre propre code à l'intérieur de ce logiciel. Comme en 2022, on était dans un processus très sandboxé, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et comme en 2022, on a trouvé une méthode pour contourner la sandbox réseau et donc retrouver les privilèges qu'on avait obtenus en 2022, donc être capable d'envoyer des messages sur les réseaux automobiles. Bien sûr, ces messages sont quand même vérifiés par la Security Gateway, mais on peut envoyer des ordres valides. Donc, par exemple, ouvrir les portes, ouvrir les coffres qui sont des ordres valides qui sont autorisés par la Security Gateway. En termes d'impact, c'est la même chose que ce qu'on a fait en 2022, c'est-à-dire pré-haute, 0 clic, dans le sens où il n'y a pas d'interaction utilisateur. Et en termes d'impact, on pouvait effectuer ce qu'on peut faire sur un écran, c'est-à-dire ouvrir les portes et le coffre, etc. Dans le fond, puis pour ma compréhension, c'est que vous devenez comme impersonnifier un composant qui était mis de confiance par rapport au Security Gateway qui, lui, dans le fond, va empêcher des messages qui ne sont pas authentifiés correctement puis les rejeter. Dans ce cas-ci, quand vous passez par un composant légitime qui est authentifié au point de vue système, le Security Gateway va les laisser passer beaucoup plus facilement. Donc, il y a comme un système interne d'authentification qui, justement, limite la portée des attaques, là, si je comprends bien. Oui, sauf que l'authentification, là, c'est pas vraiment de l'authentification, c'est plutôt le fait que par isolement, seules les entités qui ont le droit d'envoyer des ordres à la Security Gateway peuvent le faire. Il y a plusieurs isolements, il y a toutes les sandbox dont on a parlé, et il y a aussi un switch Ethernet qui fait du filtrage et qui dit par exemple l'infotainment a le droit de parler à la Security Gateway sur tel port, etc., mais pas les autres composants.
Intéressant qu'il ait quand même mis ça dans leur architecture, un certain nombre de filtres. Bon, je parle pas d'authentification, là, c'était peut-être un peu fort, là, mais dans la mesure où ces messages sont pas signés numériquement et ainsi de suite, là, je pensais pas qu'il était allé aussi loin que ça. Puis de toute façon, le coût de processing est probablement trop lourd pour ce type d'équipement-là. Pour le premier événement de 2024, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez que vous pouvez partager ou ça limite pas mal à ce stade-là? Bah, ce qu'on peut dire, c'est que l'attaque, elle repose sur le fait d'être capable d'avoir son propre réseau opérateur, donc de simuler un réseau GSM. Donc pour ça, vu que c'est pas autorisé d'émettre ce genre de réseau tout seul, on est obligé de jouer cette attaque dans une cage de Faraday. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait lors de la compétition. On avait nos systèmes à l'intérieur d'une cage et Tesla avait aussi mis cette carte de connectivité à l'intérieur d'une cage de Faraday. Intéressant, parce que ça rend c'est sûr que les vrais attaquants ne se limiteront pas à ce genre de point de vue légal, mais il reste intéressant que ça contraint un peu au niveau de la recherche et ça rend ça un peu plus complexe pour vous. Dernier événement auquel vous avez participé en 2024, cette fois-ci vous êtes retourné à Vancouver pour la troisième fois. Là, le blackout est quasi complet. Et qu'est-ce que vous pouvez parler de cet événement-là que vous avez vous avez remporté, puis dans le fond, vous avez fait les médias largement à ce sujet-là, avec le fait d'avoir une deuxième Tesla, c'est ce que j'en comprends, qui est sorti de cette compétition-là. Alors, je sais pas Vas-y, je sais pas jusqu'à où on peut aller, mais en gros sur la voiture, il y a plusieurs points d'entrée. La plupart ils sont hébergés quand je parle de points d'entrée, c'est des points d'entrée à distance en radio. Il y a les 3 points d'entrée qu'on a évoqués qui sont quasiment directement connectés à l'infotainment. Mais il y a aussi un autre système qui dispose d'une connectivité Bluetooth, qui est le système qui permet d'avoir une clé sur son téléphone. On peut activer une clé, une smart key sur son téléphone, et quand on va avoir un téléphone qui est à proximité de la voiture, elle va s'ouvrir et elle va nous permettre de démarrer la voiture. Donc on s'est intéressé à ce composant-là, puisqu'à notre connaissance, c'est un des derniers qu'on n'avait pas étudié qui dispose d'une connectivité à distance. Et on a trouvé une vulnérabilité à l'intérieur qui nous a permis de prendre la main sur ce composant-là. Et ce qui vous a permis de remporter le véhicule. Voilà. Et cette fois-ci, du coup, on était 3. Il y a une autre personne, Thomas, qui nous a rejoint. On a fait ça à 3. Et la différence aussi, c'est que pour toutes les attaques qu'on a faites avant, on passe tout le temps en quelque sorte par l'infotainment, le système qui pilote l'écran, qui est dans l'architecture, qui est un composant qui n'est pas important pour la sécurité du conducteur. Mais là, c'était différent parce qu'on arrive directement dans un composant qui est dans le domaine de la voiture, qui est connecté à des réseaux CAN, des réseaux véhicules. Donc on va dire en une seule compromission, on a un impact important comparé aux attaques précédentes où on était obligé de faire plusieurs rebonds, plusieurs compromissions successives pour avoir un impact important. Tout ça est assez impressionnant. Vous faites ça dans vos temps libres ou c'est Synactive qui vous aide ou vous appuie dans ces démarches-là? Alors, on est beaucoup appuyé par Synactive. Par exemple, à chaque fois qu'on a besoin de matériel, c'est Synactive qui le prend en charge. La plupart du travail qu'on fait, il est sur notre temps personnel. On fait ça le soir, principalement dans les 2-3 mois avant la compétition, et souvent plutôt dans les dernières semaines. On dort pas beaucoup. Et après, il y a quand même, si on demande à Synactive des jours pour travailler dessus, par exemple, parce que la compétition approche et qu'on est un petit peu en retard sur nos préparatifs, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en 2022, le coût d'entrée était très important parce qu'on connaissait pas du tout le système. Il nous intéressait beaucoup, mais il fallait quand même être capable d'investir beaucoup de temps. Donc, on a passé plus d'1 mois de temps professionnel sur cette recherche pour commencer le sujet.
Très intéressant, c'est de très belles opportunités. J'imagine que ces travaux-là ont des impacts significatifs sur votre travail professionnel, puisque de ces apprentissages-là, des travaux que vous faites là, ont des réutilisations que vous pouvez faire ailleurs dans votre réel quotidien, là, ce qui vous paye au jour le jour. Là. Ouais, alors c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens pensent que la voiture, c'est quelque chose de très particulier d'un point de vue cybersécurité. Quand on s'y intéresse vraiment, on retrouve un peu ce qu'on voit sur d'autres systèmes, sur de l'IoT, sur du mobile, sur des téléphones mobiles par exemple, etc. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est exotique. On va commencer à trouver des choses qui sont un peu particulières quand on se rapproche des réseaux automobiles dont on parlait, là, les réseaux CAN. Mais c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. Et le système en lui-même, il est vraiment pas très éloigné de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, vu que nous, c'est ce qu'on fait au quotidien dans notre travail chez Synactive pour nos clients, on n'est pas très perdu sur ce genre de choses. Et oui, ben, on monte en compétence sur certaines choses. Par exemple, quand on a fait les attaques sur le Bluetooth, on savait pas que le Bluetooth c'était aussi complexe et aussi vaste et qu'il y avait vraiment énormément de code liés à ça et qu'il y avait énormément de fonctionnalités qui étaient supportées. Donc là, oui, on apprend des choses quand on étudie ce genre de protocole et on peut les réutiliser par la suite. Très intéressant. Moi, ça fait le tour de ce que j'avais comme question par rapport à tout ça, dans la mesure où vous avez le droit de partager des informations. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, vous aimeriez communiquer? Non, juste peut-être rappeler ce que disait Vincent au début, hein, c'est que ce qu'on peut lire dans les médias, c'est que ça semble facile. Nous, la première année, on a mis quasiment un an à rentrer dans le sujet, à réussir à exploiter la vulnérabilité. Je pense que si on prend l'exploitation de la vulnérabilité en elle-même, on a dû mettre 4-5 mois à le faire. Donc c'est vraiment pas trivial. Alors bien sûr, on peut tomber sur des vulnérabilités plus simples à exploiter, mais il y aura toujours des sandbox, etc., qu'il faudra contourner. Et pour arriver à ces fins, le travail est important. Donc je pense que c'est bon de le rappeler. C'est quelque chose de difficile. Et pour le coup, Tesla fait un travail qui est probablement au-dessus de ses concurrents, dans le sens où tous les logiciels sont sandboxés et les sandbox sont très bien faites. Voilà. C'est une question qu'on nous pose souvent, justement. Pourquoi Tesla et pas les autres constructeurs? Et est-ce que, du coup, parce que au final, le fait de faire une compétition comme ça peut donner une mauvaise image de Tesla, ce qu'ont pas les autres constructeurs. Mais au final, si nous, on s'intéresse pas aux autres constructeurs, c'est parce qu'ils choisissent volontairement de pas participer à ce genre de compétition. Et on n'a pas trop... Enfin, on pense quand même que ça peut être plus facile sur d'autres véhicules, quoi. D'autres marques de véhicules. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué depuis le début, c'est que Tesla nous aide depuis 2022, depuis la première compétition, nous aide quand on réussit une attaque qui donne des droits privilégiés sur la voiture. Tesla fournit des accès privilégiés de base à sa voiture, à ses composants. Donc, on a des ordinateurs de bord sur lesquels on a l'utilisateur root, on a des clés SSH qui nous permettent de nous connecter sur les systèmes et d'avoir les privilèges les plus forts sans être sandboxé. Et ça, on gagne énormément de temps sur les recherches parce qu'on va être capable de faire du debugging de processus. Pour le développement d'Explorer, on va gagner énormément de temps. Et même au-delà de ça, depuis 2022, ils nous envoient des ordinateurs de bord. On reçoit plusieurs mois avant les compétitions, on reçoit des ordinateurs de bord avec le hardware qui sera ciblé et dans les versions logicielles qui seront ciblées. En fait, quelques semaines, voire quelques mois avant la compétition, on sait déjà quelle version on va cibler et on va vraiment avoir le temps de se préparer. Ce qui n'est pas du tout le cas sur d'autres produits qui font partie des compétitions Point-to-One. Dans Point-to-One, normalement, la version qui vaut pour la compétition, c'est la version de la veille
la dernière version à jour de la veille de la compétition. Ça veut dire que la veille de la compétition, on peut avoir une mise à jour majeure sur la cible qu'on allait attaquer. Et donc devoir refaire plein de choses, voire ne pas pouvoir l'attaquer. Donc de ce côté-là aussi, on voit vraiment que Tesla met toutes les chances du côté des attaquants pour vraiment tirer parti et vraiment améliorer sa voiture. Et quand on prend un petit peu de recul sur les Tesla, c'était... Alors les voitures évoluent, mais l'architecture logicielle évolue. Ce que je veux dire, c'est que d'anciennes voitures sont toujours mises à jour et ils ont été capables des voitures de 2016 de continuer à les maintenir à jour. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les attaques qu'il y avait en 2016 sur les Tesla, ça a plus rien à voir. Il y a eu un travail faramineux des équipes de sécurité de Tesla pour durcir tout ça. Et même nous, quand on réussit une attaque, les vulnérabilités sont corrigées, mais pas seulement les vulnérabilités, les techniques d'exploitation sont également corrigées. Voire des nouvelles sandbox apparaissent pour corriger des trous ou durcir le système encore. Donc il y a vraiment un travail qui est conséquent de leur part. Un bon exemple, c'est le réseau Wi-Fi qu'on utilisait pour avoir un point d'entrée en 2022. Ce réseau Wi-Fi n'existe plus aujourd'hui. Ah. Il existe toujours, mais c'est une authentification qui est plus par un mot de passe. Et un autre exemple, c'est que en 2022, en 2020 et en 2023, on a utilisé une technique pour pouvoir injecter notre code et pouvoir exécuter notre propre logiciel, on va dire, à l'intérieur de la voiture. Et ben, ils sont allés jusqu'à modifier le noyau Linux pour que cette technique-là soit plus possible. Alors dans les faits, ils n'ont pas très bien réussi puisqu'on est arrivé à contourner ça assez rapidement en janvier à Tokyo là. Mais une fois qu'ils auront corrigé les défauts de leur protection, ça va rendre les attaques beaucoup, beaucoup plus dures. C'est très intéressant, puis c'est même très pertinent d'avoir spécifié ces éléments-là parce que Tesla participe et collabore à cet élément-là. C'est pas genre on s'attaque à Tesla puis sont sur les grandes méchantes corporations dans lesquelles on n'aime pas. On est dans un contexte de collaboration. Puis là, je savais même pas jusqu'à quel point la collaboration allait. Déjà d'exposer les systèmes dans ces compétitions-là parce que c'est structuré, c'est fait de façon volontaire, là, c'est pas aléatoire. Les fabricants sont vraiment volontaires d'aller dans ce genre de choses-là. Fait que c'est très important de l'avoir spécifié puis justement de l'avoir rappelé que c'est ce genre de choses-là. Puis j'ai appris à quel point Tesla va collaborer avec vous autres justement pour vous aider à les aider parce que dans l'absolu, quand on est collé sur l'arbre, des fois, on ne voit pas la forêt. Donc, justement, de mettre dans un contexte extérieur, de faire tester à l'extérieur de cette façon-là, dans la vraie vie, permet justement d'aller beaucoup plus loin puis de durcir les systèmes à des niveaux qui seraient beaucoup plus difficiles à faire de façon reclus si c'était juste sur eux-mêmes, là. Donc, ça ferait le tour. Je vous remercie énormément de votre participation, de ce partage-là. C'est très intéressant, ces informations-là. Ça donne un éclairage très intéressant sur les applications peut-être plus réelles du reverse engineering, qui semble peut-être un peu abstrait pour bien des gens. Merci énormément. Et juste ce qu'on peut rajouter, c'est que ceux qui ont besoin d'informations techniques et qui ont envie d'aller plus loin, on a fait des présentations techniques de toutes les attaques, de celle de 2022, de celle de 2023 et on va faire celle de 2024. Oui, j'émettrai dans les show notes de l'épisode et justement vous pourrez être consulté très rapidement pour aller plus loin que ce qu'on a pu partager ici. Ça marche. Merci.